Printemps 1999. Shanna Avery charge les derniers cartons de sa mère dans sa voiture. Donna Fontaine, 44 ans, quitte Ironton dans le Missouri pour s'installer à l'ouest, dans l'Idaho. Ma mère voulait prendre un nouveau départ et c'était quelqu'un de très déterminé. Alors, lorsqu'elle avait un objectif en tête, elle réfléchissait aux moyens de l'atteindre et elle fonçait. Donna, qui est avocate, a vendu son cabinet et a acheté un terrain à Kendrick, dans l'Idaho, pour y construire une maison. Elle rêvait de construire une maison. J'ai fait une pause dans mes études universitaires pour l'aider à s'installer dans l'Idaho. J'étais très contente de faire ce voyage avec ma mère. C'était chouette de passer du temps avec elle entre adultes. Pendant le voyage, on a parlé, et on a chanté en écoutant la radio, et on a... Ma mère avait été très malheureuse en amour jusque-là. Mon père, son premier mari, elle l'avait rencontré au lycée. Puis ça s'est terminé. Ensuite, son deuxième mari, il était très travailleur et il l'adorait. Mais ça s'est terminé. Son troisième mari a causé sa perte. Donna a acheté son terrain dans l'Idaho avec son troisième mari, Dale. Alors qu'ils étaient mariés depuis 2 ans, ce dernier l'a trompé. Le couple a divorcé, mais Dale a décidé de rester avec sa maîtresse à Kendrick. Donna a obtenu le terrain au cours du divorce. Elle était restée romantique. Elle cherchait l'amour. Et elle a décidé de passer une petite annonce. Oh, I know what we should do. We should do your love ad. Okay. C'est surtout elle qui l'a écrite, mais je l'ai relue. So, what do you like? I like walks in the woods. Uh-huh. And livestock. He's gotta have livestock. Mom. He's gotta have livestock. Je voulais que ma mère rencontre quelqu'un, je voulais qu'elle soit heureuse. On est arrivé à Kendrick. Le village était entouré de gigantesques montagnes. Il y avait des milliers d'arbres. C'était magnifique. Kendrick est un petit village agricole niché au cœur des montagnes de pins. C'était un tout petit village. J'ai pensé, ah, c'est tout? Donna construit sa nouvelle maison à 30 km du village, sur Schreiber Road. C'était au milieu de nulle part. Il n'y avait rien du tout, juste un chemin de gravier, puis même plus de chemin de gravier. Les voisins, comme c'était dans les bois, on ne voyait pas leur maison. Ma mère s'est très bien intégrée au village. Elle aimait beaucoup parler avec les gens. La nouvelle maison de Donna prend rapidement forme grâce à l'aide de Ted Mesky, un voisin. Je les ai aidés à construire le garage. Elle venait du Missouri, elle ne savait pas tout faire. Moi, j'ai vécu à Kendrick toute ma vie. Je vis sur le versant nord. Ma sœur vit dans la maison au toit rouge qu'on aperçoit entre les arbres. La maison de Donna était juste au-dessus. Lorsqu'on habite dans les bois, on apprend à se débrouiller tout seul, sans l'aide de l'État. Sa maison est tellement isolée sur Schreiber Road que Donna doit descendre à Kendrick pour chercher son courrier. Je m'inquiétais pour ma mère parce qu'elle habitait au milieu de nulle part. Il n'y avait qu'un petit village. Alors, c'était dangereux de faire passer une petite annonce. Elle a reçu une lettre d'un certain Fred. Il avait l'air très gentil. Dear Donna, my name is Fred. I live out in the country. I raise turkeys and grow wildflowers on my land. Il habitait à côté de la forêt près de Spokane. Il était à la retraite, donc plus âgé que ce que ma mère avait envisagé.
Mais il avait des enfants qui étaient adultes, et elle a pensé que ça pouvait coller, qu'elle pouvait lui écrire pour voir si le courant passait. Il faut prendre des risques. L'amour est un risque. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a pris le risque. Ils ont décidé de se rencontrer. Fred m'a proposé de venir. Ils avaient le sourire aux lèvres tout du long. Ils se sont vraiment bien entendus. Maman était vraiment heureuse. Et il lui plaisait beaucoup. Fred me faisait bonne impression. Shanna a vécu avec sa mère pendant plusieurs mois. Mais il est maintenant temps pour elle de reprendre le chemin de l'université. C'était dur de lui dire au revoir, mais il fallait que je décroche mon diplôme. I got this for you. I'm so proud of you. Je pensais la revoir rapidement, au bout d'un mois. Mais c'est la dernière fois que j'ai vu ma mère. Le 29 mai 1999, il y avait la fête à Kendrick, le Locust Blossom Festival. J'avais trop de travail ici, alors je n'y suis pas allé. Je clôturais mon jardin pour empêcher les cerfs et les élans d'y passer. Je me tenais ici même quand j'ai entendu un coup de feu. 3 coups de feu. J'ai pensé que c'était mon neveu qui tirait sur des écureuils chez Mary. Ça ne m'a pas inquiété, alors je n'y ai plus pensé. Mais ensuite, peu de temps après, j'ai entendu un énorme... comme une charge de dynamite qui explose. 317, be advised we received a report of smoke in the Three Bear Road area. I repeat, we've received a report of smoke in the Three Bear Road area. Alors j'ai dit, j'y vais. Je pouvais travailler plusieurs jours à Kendrick sans avoir à faire aucune intervention. C'est vraiment un village très tranquille, dont le taux de criminalité est très faible. Mais je voulais aller voir pour m'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une maison. J'ai quitté la route principale et j'ai pris des routes secondaires. Je voyais la fumée s'élever au-dessus de la montagne, alors j'ai roulé dans cette direction. J'étais jamais passé par là. Pourtant, je ne pensais pas qu'il y avait beaucoup de routes que je ne connaissais pas. Je n'avais pas une très bonne réception radio parce que je m'éloignais de plus en plus du village. Quand je suis arrivé à l'endroit d'où partait la fumée, je suis descendu de ma voiture. J'ai vu un pick-up bleu avec des choses éparpillées un peu partout. J'ai trouvé ça bizarre. Quand je suis arrivé à l'endroit de l'incendie, j'ai vu 6 personnes, une pelle à la main, en train de parler devant le feu. Ted Mesky m'a dit qu'ils avaient vu de la fumée depuis chez eux et qu'ils avaient couru pour aller aider leurs voisins à éteindre le feu. La fumée était tellement noire qu'on ne voyait pas à 1 mètre. On n'a rien pu faire. Même si vous appeliez les pompiers juste avant de craquer une allumette, ils n'arrivaient pas à temps pour éteindre l'incendie. Ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas où était Donna, qu'elle s'était rendue à la fête à Kendrick avec un ami à elle, qui s'appelait Fred. Mais ils n'en étaient pas sûrs. C'est là que ma perception des choses a changé
Ce n'était pas simplement une maison qui brûlait, mais une scène de crime. En l'absence de Donna et Fred, Richie Skiles demande des renforts. Il est minuit lorsque les techniciens de la police scientifique arrivent sur place. On ne savait pas ce qu'on allait trouver. On déplaçait la tôle ondulée à la main pour regarder dessous et voir si on trouvait quelque chose. Le shérif fait une terrible découverte. On a découvert un corps. C'était la première fois que je voyais un corps carbonisé. Puis, on a trouvé un autre corps. À 30 km du village de Kendrick, un incendie a détruit la maison de Donna Fontaine. Alors que cette dernière et son petit ami, Fred Palahniuk, restent introuvables, 2 corps sont découverts dans les décombres. Revenir ici, pour moi, c'est vraiment... Je ne sais pas, c'est un peu irréel. C'était une scène de crime importante. Je ne suis pas revenu ici depuis 19 ans. Alors, ça réveille des souvenirs, des sensations. L'inspecteur Tim Best fait partie des enquêteurs présents sur Three Bear Road. Les corps étaient absolument carbonisés. Il était impossible de les identifier. Le capitaine des pompiers nous a fait savoir qu'un accélérateur avait été utilisé. On savait donc désormais que l'incendie était volontaire. Il était évident qu'on avait fait ça pour détruire les preuves. Dans les décombres, on avait trouvé une arme de calibre 32. Ainsi qu'un fusil de chasse. Dans l'allée de la maison, garée pratiquement au milieu de la route, il y avait un véhicule. À l'arrière se trouvait une glacière avec le nom de Fred Palahniuk écrit dessus. Le véhicule lui-même était au nom de Donna Fontaine. Étant donné ce qu'on avait vu et découvert sur la scène du crime, il était fort probable que les corps étaient ceux de Donna et Fred. La crainte des enquêteurs est confirmée par les dossiers dentaires. Apprendre que sa mère est morte, c'est quelque chose d'horrible. Parce qu'on perd quelque chose qu'on ne retrouvera jamais. Mais elle était tout pour moi, comme toutes les bonnes mères le sont pour leurs filles. La scène de crime offrant peu d'indices, il appartiendra au médecin légiste de déterminer comment Donna et Fred sont morts. Lors de l'autopsie, le légiste n'a pas trouvé de cendres dans l'ésophage, ce qui signifie que Donna et Fred avaient été tués avant l'incendie. Et celui-ci découvre exactement comment ils ont été tués. Il trouve 2 balles, la première logée dans la cage thoracique d'une des victimes et la deuxième logée dans la nuque de l'autre. Il s'agissait d'un double homicide. Aussi loin que je me souvienne, c'était le premier meurtre dans la région de Kendrick depuis des années. On n'avait pas l'habitude de ce genre d'affaires. Cette affaire, et rien que cette affaire, monopolisait les détectives. Okay, guys, let's get to work. Gather around. Tim, I need you and your team to tread carefully. Need to interview neighbors, witnesses. Il fallait qu'on retourne interroger les personnes qu'on avait vues sur place. Get them to open up to us. Tell us what they know. Yes, sir. Let's go.
On avait besoin de l'aide des habitants pour résoudre cette affaire. En 1999, je débutais dans le journalisme. C'était mon premier reportage pour le Lewiston Morning Tribune. Au départ, je ne savais pas si c'était un incendie criminel, ni si les victimes avaient été abattues. La police ne divulguait rien. Elle ne communiquait absolument aucun détail. Il fallait donc que je parle aux personnes qui habitaient tout près et qui pouvaient savoir quelque chose. Mais Rebecca Boone découvre rapidement que les habitants du petit village ne sont guère disposés à parler. Lorsqu'ils ont appris qu'il s'agissait d'un double homicide, leur attitude a changé. Ils se tenaient davantage sur leur garde. Ils avaient peur. Ils ne savaient pas qui avait fait ça. Ils ne savaient pas si d'autres personnes étaient en danger. Ils ne savaient pas quelle force maléfique était entrée dans leur village et avait commis cette chose terrible. Les policiers du comté de Leita commencent leur enquête sur Threeber Road en interrogeant les voisins de Donna. L'un des voisins s'appelait PJ Baker. En allant chez lui, on n'était pas tranquille. On avait appris qu'il avait un passé criminel. Il n'aimait pas la police. Et dans cette région, la plupart des gens ont une arme. Il fallait donc qu'on fasse très attention. Mr. Baker, I'm a detective with the Leita County Sheriff's Office. Mr. Baker, I just wanted to ask you if you remember anything about the fire that happened May 29th. Qu'est-ce qu'il savait sur Donna Fontaine? Est-ce qu'il la connaissait? Est-ce qu'il avait vu quelque chose? Mais ils voulaient juste qu'on le laisse tranquille. Par contre, quand ils veulent notre aide, ils savent où nous trouver. La difficulté quand on enquête dans une petite ville, c'est que tout le monde connaît tout le monde. Et parfois les gens ne veulent pas parler, ils ne veulent pas s'en mêler. PJ Baker n'est pas le seul à garder le silence. Les habitants de Threeber Road n'ont pas l'habitude d'être interrogés par la police. C'était une intrusion dans notre vie privée. Ils n'ont pas cherché à savoir qui étaient les gens dans le village. Même si vous étiez quelqu'un de bien, vous étiez soupçonné. Ted Mesky et Mary Abitz sont frères et sœurs. Sonia est la fille de Mary. Et il y a aussi Dale Shackelford. Dale Shackelford est le petit ami de Sonia Abitz. Morning, folks. Mr. Shackelford. Yes, sir. We're following up on the fire at the Fontaine house. It was a terrible thing. You know, folks around here don't like you coming up here. We didn't see anything. Your mother, Mary Abbott's, she lives on the hill, too? Yeah. Did she notice anything unusual? No, she didn't. Is there anything else we can help you with? No, that'll be all. Thank you. Vous savez, au cours d'une enquête, on interroge des gens qui n'ont pas envie de nous parler, ni de s'impliquer pour différentes raisons. Ils veulent rester à l'écart, parce qu'ils ne sont pas très sociables. J'ai également découvert que certains avaient peur de parler, parce qu'ils se disaient « Si je parle, qu'est-ce qui va m'arriver s'il y a un tueur qui rôde? S'il apprend que j'ai parlé à la police, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Personne ne signale d'activité suspecte, ni de personnes étrangères au village, ni quoi que ce soit d'inhabituel. Mais la journaliste Rebecca Boone pense que certains habitants en savent plus qu'ils ne le disent. J'avais l'impression que les gens à qui je parlais essayaient de cacher quelque chose. Kendrick est un petit village très sûr. Les meurtres y sont très rares. Et ça ternissait l'image du village. À l'université, à des centaines de kilomètres de là, Shanna Avery espère que l'enquête sur le meurtre de sa mère va progresser. L'attente était très éprouvante nerveusement. C'était extrêmement pénible. Je comprends pourquoi les gens finissent par avoir peur ou par être persuadés que la police ne veut rien faire. Il fallait que je sois absolument déterminée. Il fallait que justice soit rendue.
On s'est intéressé aux amis, aux voisins, aux mobiles, et on n'a rien trouvé. On se heurtait à un mur de silence. Les semaines et les mois passent, et l'enquête continue de piétiner. Dans l'espoir de trouver des pistes, les policiers enquêtent sur le passé de Donna et de Fred. Fred venait de Newman Lake, dans l'État de Washington. Il était à la retraite à l'époque. Au cours de leur relation, Fred fait plusieurs fois le voyage jusqu'à Kendrick pour rendre visite à Donna. Il n'a pas de casier judiciaire et personne ne semble avoir de grief contre lui. Donna Fontaine était avocate et elle occupait une place importante dans le village. Puis, on a découvert quelque chose. Elle avait porté plainte pour viol contre un habitant du village. Donna Fontaine et son petit ami Fred Palahniuk ont été abattus. Leurs corps ont été retrouvés dans les cendres de la maison de Donna, à Kendrick, dans l'Idaho. Les enquêteurs viennent de découvrir que quelqu'un en ville avait des raisons de tuer Donna. Et si leurs soupçons se révèlent exacts, Fred s'est simplement trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. On a appris que Dale Shackelford était l'ex-mari de Donna et qu'en 1998, elle avait porté plainte contre lui pour viol. L'affaire devait être jugée lorsque Donna a été tuée. Dale Shackelford était le troisième mari de Donna. Ils s'étaient rencontrés dans le Missouri. Ensemble, ils découvrent Kendrick et achètent un terrain où ils rêvent de construire une maison pour leur retraite. Mais Dale a une aventure extra-conjugale avec une habitante de Kendrick, Sonia Habitz, et le couple se sépare en mauvais termes. Je ne peux même pas imaginer ce que ça devait faire à ma mère de devoir passer devant leur maison à chaque fois qu'elle rentrait chez elle. La petite amie de Dale Shackelford, Sonia Habitz, est la nièce du voisin de Donna, Ted Mesky. Quand j'ai rencontré Dale, je l'ai trouvé très macho. Il était un peu mieux, à mon avis, que les précédents petits amis de Sonia. Mais c'était pas quelqu'un avec qui j'aurais passé du temps. Dale Shackelford est conduit au poste pour y être entendu. Les enquêteurs commencent par l'interroger sur la plainte pour viol. Even though it is still pending, I mean, we've got two people, including one attorney, who puts her in the courthouse on the day she settled it down. Of course, she also tells everyone she hates my guts, and that I'm the most evil thing that ever walked the planet. Il n'a pas nié être accusé de viol. Il a reconnu qu'elle avait porté plainte contre lui, mais il n'y était pour rien. Il a simplement dit que Donna était folle et qu'elle inventait des histoires. Après plusieurs heures d'interrogatoire, les enquêteurs font monter la pression. Les enquêteurs pensent avoir trouvé le mobile du crime. Mais le mobile seul ne suffit pas. Dale Shackelford est désormais le suspect numéro 1. Mais il va leur falloir des preuves réelles de son implication dans le meurtre pour l'arrêter. On était au point mort. On n'avait aucune preuve tangible qui puisse faire progresser l'enquête. La famille de Donna Fontaine apprend que les enquêteurs soupçonnent désormais son ex-mari. Jamais je n'aurais imaginé que Dale puisse être capable de tuer ma mère, ou de tuer un ami, ou qui que ce soit. Dale Shackelford a un alibi solide. Sa petite amie Sonia confirme aux enquêteurs qu'il était en voiture, à 30 km de là, lorsque Donna et Fred ont été tués. Personne à Kendrick ni sur Three Bear Road ne dit le contraire. C'était vraiment énervant. Par moments, on avait l'impression que l'enquête n'aboutirait jamais, parce qu'il était évident que Dale avait une forte emprise sur les habitants du village. Je remarquais que les gens dans l'entourage de Dale se tournaient vers lui lorsque je leur posais des questions. Ils hésitaient à dire quoi que ce soit qu'il n'ait pas validé.
Face au mutisme des habitants de Kendrick, la procureure du comté de Leita, Robin Ekman, est appelée en renfort. Cette affaire était complexe. On ne savait pas exactement de quoi il retournait, mais j'ai immédiatement pressenti que ça allait être important. Dale Shackelford était le principal suspect, mais les enquêteurs n'arrivaient pas à faire en sorte que les gens leur parlent. Afin d'essayer d'obliger les habitants à parler, Robin Ekman et son équipe réunissent un grand jury, ou jury de mise en accusation. Les gens sont convoqués par un grand jury. Ils doivent dire la vérité, et s'ils ne disent pas la vérité, ils peuvent aller en prison. Des convocations à témoigner devant le grand jury sont envoyées à toutes les personnes soupçonnées de cacher quelque chose. On espérait que l'un d'eux coopère, mais on ne savait pas qu'il ferait. Robin Ekman se rend à l'entreprise de transport routier de Dale Shackelford pour lui remettre sa convocation en main propre. Contre toute attente, Dale lui fournit une piste qui va changer le cours de l'enquête. Mr. Shackelford, I'm Robin Ekman from the DA's office, and you know Earl? Actually, I'm really glad you're here. There's something I need to tell you. Dale Shackelford nous informe qu'une de ses employées, Bernadette Lassater, lui avait avoué avoir organisé le meurtre de Donna. L'homme leur explique que Bernadette Lassater a engagé un tueur à gages pour tuer Donna et qu'elle est désormais en fuite. Thank you very much. We'll look into it. Thank you, sir. C'était un véritable rebondissement dans l'enquête. Il fallait à tout prix qu'on localise Bernadette Lassater. Quelque temps plus tard, les enquêteurs sont informés par une journaliste locale, Rebecca Boone, que Dale Shackelford a retrouvé Bernadette Lassater et l'a conduite dans un restaurant de Kendrick pour qu'elle parle. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Dale Shackelford est assis à côté de cette femme aux longs cheveux châtains. Il lui demande de montrer son permis de conduire afin de prouver qu'elle est bien Bernadette Lassater. Dale Shackelford explique qu'il a convaincu Bernadette Lassater de rentrer à Kendrick et de se livrer à la police. Il a dit « Bernadette a des choses à dire ». Bernadette Lassater raconte avoir engagé un tueur à gages, Bobby Emily. Elle prétend lui avoir offert une nuit de sexe et de la drogue pour qu'il tue Donna Fontaine. Bernadette Lassater explique qu'elle est la maîtresse de Dale Shackelford. Comme la plainte pour viol déposée par Donna Fontaine risque de le priver de sa liberté, Bernadette décide de faire tuer son accusatrice afin d'éviter la prison à son amant. And I've got it all on tape for you. J'ai demandé à Bernadette si elle était sûre que Bobby Emily, le tueur à gages qu'elle disait avoir engagé, avait bien tué Donna. Et elle a dit oui. La priorité est désormais de localiser le tueur à gages Bobby Emily. Après le double homicide et maintenant une chasse à l'homme, la peur envahit les habitants de Kendrick. À ce moment-là, je pense que tout le monde était tendu. Tout le monde était sous le choc. Les gens se demandaient s'il y avait un tueur parmi eux. Les enquêteurs retrouvent la trace de Bobby Emily à Cadet, dans le Missouri. Ils l'interrogent sur le double homicide. Il a nié toute implication. Il était très contrarié et en colère que son nom ait été mentionné. Bobby Emily a un alibi solide. Les enquêteurs en ont confirmation.
J'ai compris que tout ce que Bernadette Lasseter nous avait dit n'était rien d'autre que ce que Dale Shackelford lui avait demandé de dire. Les soupçons des enquêteurs se portent de nouveau sur Dale Shackelford. Mais ils ne disposent toujours pas d'éléments matériels le reliant aux deux meurtres. Il est donc toujours en liberté. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Je pensais que j'étais en danger. Je pensais qu'il était possible que je ne puisse plus mener une vie normale. Parce que cet homme était fou. C'est un sentiment étrange quand on est sur le banc de touche et qu'on se prend quand même un ballon dans la figure. Pressés de résoudre l'affaire au plus vite, les espoirs de la procureure reposent désormais sur le grand jury. Tous les habitants de Kendrick concernés par l'enquête devront maintenant prêter serment et dire la vérité, ou risquer d'être condamnés à la prison. De cette manière, on allait les forcer à parler et à dire la vérité. Le premier à être appelé à la barre est PJ Baker, un habitant de Threebear Road. Au départ, il n'avait pas souhaité coopérer avec les enquêteurs. Mais il avait fini par déclarer que le jour du meurtre, Dale Shackelford était venu chez lui et lui avait dit textuellement « C'était une information très importante. L'utilisation du mot alibi évoque assurément la culpabilité ou prouve la culpabilité. » C'est ensuite Sonia Abitz, la petite amie de Dale Shackelford, qui est appelée à la barre. La menace de l'incarcération suffit à la pousser à coopérer. Elle nous a expliqué que Dale avait brûlé ses vêtements le jour du meurtre. C'est un élément à charge. Sa coopération a été essentielle. Ça a changé la donne pour nous. Le mur de silence commence à se briser, mais jusqu'ici, il n'y a que des preuves indirectes. Elles seront peut-être suffisantes pour inculper Dale Shackelford de meurtre. Mais Robin Ekman a besoin de davantage pour obtenir sa condamnation lors du procès. Bernadette Lasseter va maintenant être entendue. J'étais convaincue que Bernadette Lasseter était manipulée et qu'elle servait de pion à Dale Shackelford qui cherchait à lui faire porter le chapeau. Au cours d'une pause, je lui ai demandé de dire la vérité au grand jury. Robin Ekman espère que Bernadette Lasseter reconnaîtra avoir fait de faux aveux pour essayer maladroitement de protéger son ancien amant, Dale Shackelford. Dale m'a dit, fais ce qu'on a dit. Il était un dieu pour moi. Ce qu'il me demandait, je le faisais. Bernadette Lasseter confirme ses aveux devant le grand jury. Je l'ai fait parce que j'aimais cet homme. Et le pouvoir qu'il avait sur moi était plus fort que tout ce que j'ai connu dans ma vie. Grâce au témoignage de Sonia Abitz et de PJ Baker, le grand jury inculpe Dale Shackelford du double meurtre et il est arrêté. Mais la préparation du dossier en vue du procès s'annonce difficile. L'accusation devra invalider les aveux de Bernadette Lasseter afin de convaincre les jurés de la culpabilité de Dale Shackelford. Les enquêteurs obtiennent un mandat pour perquisitionner la caravane de Dale Shackelford dans l'espoir de trouver des preuves de sa culpabilité. On n'était pas sûr de pouvoir résoudre cette affaire, quand tout à coup on a découvert un élément qui a tout changé. J'étais dans mon bureau, en train d'examiner tous les éléments qui avaient été saisis au cours de la perquisition. Il y avait plusieurs cassettes. Je les ai écoutées les unes après les autres. J'ai mis une cassette, j'ai appuyé sur play. C'était une dispute entre Dale Shackelford et Bernadette Lasseter. Quand soudain, en écoutant la dispute, Robin Ekman reconnaît un passage qu'elle a déjà entendu
dans l'enregistrement des aveux de Bernadette Lassater. J'ai alors compris que Dale Shackelford avait fabriqué la cassette des aveux en utilisant une vraie dispute. Il a fait un montage de plusieurs enregistrements pour fabriquer les aveux de Bernadette Lassater. C'est la preuve qu'il a cherché à échapper à la justice. C'est la preuve accablante dont elle a besoin. C'était un élément à charge déterminant. On avait maintenant ce qu'il fallait pour que les jurés voient quel genre d'homme il était et pour qu'ils le déclarent coupable. La procureure Robin Ekman a découvert la preuve que Dale Shackelford a fabriqué de toutes pièces l'enregistrement dans lequel Bernadette Lassater avoue les meurtres de Donna Fontaine et de Fred Palahniuk. La vraie dispute, je la trouve aussi très troublante. Le calme dont il fait preuve, le contrôle, le ton autoritaire avec lequel il s'adresse à elle, quand on connaît son caractère, c'est troublant. Il la pousse à dire des choses compromettantes. Il lui dit par exemple, tu as détruit 2 vies, pas vrai? Elle répond et il dit, répète, j'ai pas entendu. Il voulait qu'elle répète pour avoir un enregistrement dans lequel elle avoue avoir détruit 2 vies. C'est incroyable d'avoir un tel ascendant sur quelqu'un. Cette cassette prouve non seulement que les aveux de Bernadette Lassater sont faux, mais elle montre aussi à quel point la jeune femme est sous son influence. Pour obtenir une condamnation, il est cependant nécessaire que Bernadette Lassater témoigne contre Dale Shackelford. J'avais peur. Je n'avais pas confiance en la police. J'avais une boule au ventre, mais comme on dit, le spectacle doit continuer. Bernadette, if you don't tell the truth, you're going to prison for many, many years. I can offer you a plea deal. C'est là que j'ai pris la réalité en pleine figure. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu comptes faire? Et comment tu espères te sortir de là? J'étais prête à dire la vérité. Et puis, elle s'est redressée sur sa chaise. Elle m'a regardé dans les yeux. Il était très persuasif et charmant. Il m'avait promis monts et merveilles, et à cette époque-là, je croyais tout ce qu'il me disait. Mais avec le temps, il a commencé à me maltraiter physiquement, psychologiquement et à menacer ma famille. J'avais l'impression que je ne pouvais pas lui échapper. J'ai dit à Robin que la cassette était un mensonge. J'avais confirmé ses faux aveux parce que je faisais ce qu'il me demandait. J'ai toujours pensé qu'il valait mieux être dans le camp de l'ennemi plutôt que contre son camp. Parce que je savais, au fond de moi, que si je le quittais, il me retrouverait. Et il me tuerait. Je l'ai cru. Elle disait la vérité. Le silence a été brisé. Le procès pour double homicide de Dale Shackelford s'ouvre le 27 octobre 2000. On savait qu'on avait les preuves nécessaires pour obtenir sa condamnation, mais j'allais devoir convaincre les jurés. Alors, dans mon exposé préliminaire, j'ai dit que cette affaire impliquait de nombreuses personnes empêtrées dans des mensonges, qu'il s'agissait d'un voyage au cœur des ténèbres, parce que l'inculpé était un homme terriblement mauvais.
Et vous êtes assise devant cet homme qui, vous le savez malheureusement, a tué votre mère? Et un homme très gentil. Pauvre Fred. Bernadette Lasseter, PJ Baker, Sonia Abitz et tous ceux qui avaient jusque-là protégé Dale Shackelford en se taisant témoignent désormais contre lui. Lors de ma plaidoirie de clôture, j'ai expliqué ce qui s'était passé ce jour-là. Le jour du meurtre, le 29 mai. Donna et Fred sont rentrés de la fête du village. Pour une raison étrange, la voiture de Donna s'est arrêtée dans l'allée. Dale Shackelford a pris l'arme de Donna. Il est allé jusqu'à la maison. Il les a abattus tous les deux et il a traîné les corps à l'intérieur. Puis il a mis le feu à la maison pour détruire les preuves. Les jurés ont délibéré 2 jours avant de rendre leur verdict. Dale Shackelford est reconnu coupable d'incendie criminel, de fabrication de fausses preuves et des meurtres avec préméditation de Donna Fontaine et de Fred Palahniuk. Ça m'a fait du bien de savoir que tout le monde savait désormais qu'il avait fait ce qu'il avait fait et qu'il n'allait plus faire de mal à personne. Il est condamné à mort et sa sentence sera plus tard commuée en 2 condamnations à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. On était très contents. On l'avait eu. Son stratagème n'a pas fonctionné. Sa tentative d'utiliser une autre personne pour lui faire porter le chapeau n'a pas fonctionné. La vérité a fini par éclater. Bernadette Lasseter purge toujours sa peine de prison. Je suis désolée pour ce que j'ai fait. J'étais tellement perdue. Tout ce que je voulais, c'était être aimée. Il me disait « Je t'aimerai jusqu'à la fin des temps ». Et j'ai été assez bête pour le croire. Je pense qu'il m'a fallu une bonne dizaine d'années pour me remettre de la disparition de ma mère. Ça me fait encore souffrir de temps en temps quand on en parle. Mais on peut aller de l'avant et évoquer les bons souvenirs plus facilement avec le temps.